Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette fin d'après-midi, je vais essayer de ne pas vous endormir. Donc moi, j'interviens au titre du syndicat Commerce 78, qui est un petit syndicat dont le fonctionnement repose également sur un tout petit nombre de personnes ne possédant pas d'accord de droit syndical, avec pourtant un potentiel important en matière de développement. Notre objectif ne consiste pas à faire un bilan aujourd'hui, ni à vous raconter la complainte du Calimero au quotidien, du responsable syndical sans grands moyens humains, mais à vous faire part de nos difficultés auxquelles certains d'entre vous sont également confrontés, comme on a pu l'entendre aujourd'hui, et peut-être à échanger. Face à un monde en évolution constante et surtout dans un contexte géopolitique qui privilégie les objectifs financiers au détriment de l'être humain, nous devons mettre tout en œuvre pour que l'aspect social soit pris en compte, et cela à tous les niveaux de la société. Il ne s'agit pas de lutter contre les évolutions technologiques inéluctables, mais de faire preuve de la plus grande attention afin d'accompagner au mieux les salariés pour s'adapter à la situation. Comme nous pouvons tous le constater, la notion de progrès social tend à s'effacer pour laisser la place à la culture du toujours plus en matière financière, rentabilité accrue, etc., et induit également une culture de la performance, notamment individuelle, ce qui nous inquiète bien pour l'avenir. La plupart des entreprises prennent toutes les mesures possibles pour accroître la rentabilité, mais pratiquement sans prendre en compte le rôle de l'humain, c'est-à-dire en considérant seulement l'être en tant que ressource et non en tant que personne. Il va sans dire que les inégalités se creusent et certains trouvent refuge dans des partis politiques au sein desquels la haine de l'autre semble être l'unique réponse aux maux de la société. Mais nous qui voulons une société plus juste et plus solidaire, que peut-on faire ? Que peut-on faire pour accompagner les salariés dans leur vie au quotidien ? Que doit-on faire en tant que syndicaliste pour préserver et défendre l'emploi ? Il est certain que le plus important réside dans la formation pour les équipes syndicales afin de pouvoir mieux appréhender les aspects économiques de l'entreprise. Encore faut-il en avoir la volonté. La législation ayant évolué, le recours à l'expertise doit être incontournable pour les élus afin de mieux aider les salariés en s'appropriant les enjeux économiques mais aussi sociaux. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'a pas encore été suffisamment prise en compte par un grand nombre de sections. Souvent, elle est subie, et cela malgré les outils mis à disposition par la Fédération. En refusant de s'approprier les enjeux économiques et les stratégies de l'entreprise, le danger est de laisser les dirigeants mener la politique qu'ils décident, et cela au détriment des salariés. Au contraire, nous pensons qu'il faut proposer et être novateurs afin d'être de véritables partenaires sociaux incontournables. Il faut se battre pour obtenir de vraies avancées en matière de mesures visant à ne laisser personne sur le chemin de l'adaptation à l'emploi. Et cela est d'autant plus difficile pour les salariés n'ayant pas eu de formation au cours de leur vie professionnelle. Nous espérons que la réforme de la formation professionnelle sera de nature à améliorer la situation à cet égard. La législation a permis la création d'outils pour les représentants du personnel avec la BDU, par exemple, mais encore faut-il obtenir des indicateurs intéressants aux fins de mesurer les écarts. L'égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations, l'accès égalitaire à la formation constituent des domaines d'action à développer. La législation permet également aux experts, dans le cadre de leur mission annuelle, de procéder à une enquête portant sur la rémunération dans l'entreprise et donner ainsi des outils aux IRP, mais dans ce cas encore, peu de sections syndicales utilisent cette possibilité. Non seulement les effets de la culture de la performance sont pervers, mais encore faut-il ajouter les maladies, accidents du travail et ou maladies professionnelles qui se terminent par une inaptitude sans reclassement et donc par un licenciement dans bien des cas. Et cela ne pourra que s'aggraver du fait du recul de l'âge de départ en retraite. Vaste sujet s'il en est. Les cas de souffrance au travail sont en constante évolution et nous devons absolument nous former pour d'abord prévenir les cas de souffrance au travail en proposant des actions de prévention dans le cadre du CHSCT quand il y en a un, et ensuite assister les salariés en épuisement professionnel. Je prends mon souffle. Le développement du télétravail, du travail dominical, voire du travail de nuit, ainsi que le développement des nouvelles technologies contribuent à l'isolement des salariés. Nous connaissons tous des cas de salariés qui sont constamment sollicités par leur employeur par le biais du téléphone portable ou de mail et qui n'ont plus de séparation entre leur vie professionnelle et leur vie privée, qui voient donc leurs conditions de travail se dégrader, cela sans parfois en être conscients. À titre d'exemple, et c'est du vécu,
Nous avons entendu lors d'une réunion organisée dans le cadre du droit d'expression, pour peu qu'il existe encore, que plusieurs salariés ont demandé de bénéficier de formations d'anglais pendant leur pause déjeuner et ont même été jusqu'à s'indigner lorsque des représentants du personnel ont tenté de leur expliquer que ça n'était pas dans leur intérêt de préconiser des cours en collectif pendant la pause déjeuner. On voit là tout le chemin à parcourir pour revenir aux fondamentaux. Il appartient donc aux IRP d'être vigilantes sur ces aspects organisationnels et de faire preuve d'innovation en proposant par exemple d'encadrer les heures pendant lesquelles le salarié ne peut plus être joint par téléphone ou par le biais des mails. Voilà beaucoup de charges sur les épaules des représentants du personnel, et bien que la Fédération propose des formations à cet égard, ce dont nous la remercions, certains ont bien des difficultés pour appréhender la notion économique dans ce cadre et préfèrent se limiter au rôle social du CE. Il faut donc changer les mentalités, car sans effort de formation, la notion de défense de l'intérêt des salariés dans le cadre du CE ne pourra qu'être altérée et surtout inadaptée aux enjeux du monde actuel et futur. Il faut distinguer, à notre avis, les sections des grandes entreprises des autres qui ne disposent pas des mêmes moyens, ni sur le plan financier, ni sur le plan social, alors que le travail est le même. Notre syndicat a choisi, voici plusieurs années, de conserver le cadre départemental qui nous semble plus approprié en soutenant l'interprofessionnel, afin de privilégier la proximité et de répondre aux salariés qui ne peuvent ou qui ne veulent pas se déplacer. Il te reste 1 minute. Oh là, ça va. Les questions des salariés lors des permanences concernent majoritairement le domaine juridique, et là encore, nous ne sommes pas nombreux, alors qu'il est indispensable à nos yeux de répondre à ces demandes et d'aider les salariés en difficulté. Pour nous, harcèlement, épuisement professionnel constituent maintenant des cas de souffrance au travail qui demandent écoute et soutien auprès des salariés en difficulté. Et pour nous, il est indispensable de constituer des équipes formées à ce sujet. La répression syndicale sévit dans de nombreux secteurs et la solidarité est d'autant plus importante si l'on veut être crédible auprès des salariés. La question relative, la question relative au travail dominical a et demeure encore un sujet de discorde au sein même des équipes CFDT, et nous regrettons que des syndicats se servent de cette question difficile pour prendre en otage des salariés et envenimer parfois des relations qui ne sont déjà pas faciles. Nous pensons qu'il est inadmissible que certains accords ou positions de la Fédération soient remis en cause par quelques équipes syndicales, ce qui nuit bien entendu à l'image de la CFDT, mais aussi à l'intérêt des salariés. Comme vous le savez tous, il est déjà assez difficile de faire son travail, alors cela devient plus compliqué encore s'il faut perdre du temps pour expliquer aux adhérents les raisons obscures des actions inexplicables de certains, sauf à mettre en exergue que ceux-là préfèrent défendre leur pouvoir personnel au détriment des intérêts du collectif. Comme vous le savez, il n'est pas facile de trouver des militants qui acceptent de s'engager. Excusez-moi, mais là, du coup, je reprends. Comme vous le savez également, il n'est pas facile de trouver des militants qui acceptent de s'engager, non pas seulement dans leur entreprise, mais au niveau collectif. Et nous avons besoin de cohésion et de cohérence si nous voulons être crédibles auprès des salariés et défendre notre vision d'un syndicalisme moderne et réformiste, adapté à la réalité du terrain. Il va falloir conclure. Eh bien, écoutez, c'est presque ça. Tant pis, hein, nous avions un développeur qui a été appelé à assumer d'autres fonctions au niveau fédéral, ce qui est évidemment positif. Mais nous avons des difficultés à trouver d'autres personnes qui veulent s'engager. Je ne vais pas reprendre les arguments, ils ont déjà été soulevés. Priorité à l'entreprise et priorité aussi à la carrière professionnelle. Donc, merci à tous pour votre aide, mesdames et messieurs de la Fédération aussi, les membres de la Corsif. Et gageons que nous puissions trouver des volontaires et ainsi nous développer. J'ai fait court, j'ai fait un petit résumé de certains paragraphes. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci de votre attention.